Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'O va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du système pénitentiaire français. Régulièrement pointé du doigt, manque de place en prison, insalubrité des infrastructures, lieu de radicalisation. Et s'il fallait sortir du tout carcéral, comme le proposait Christiane Taubira, Nicole Belloubet, actuelle garde des Sceaux, s'inscrit en tout cas dans cette ligne. Emmanuel Macron, lui, ce midi, devant la Cour européenne des droits de l'homme, annonce son projet de créer une agence chargée de développer et d'encadrer les travaux d'intérêt général. L'idée étant toujours la même, désengorger les prisons. Est-ce la bonne méthode? Le chef de l'État risque-t-il d'être taxé de laxisme? Nous en discuterons avec nos invités dans un instant. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera tout à l'heure Louis aux haltères de Marianne à Thierry Fabre de Challenge. Nous reviendrons sur les chiffres très positifs de la croissance publiée par l'INSEE. À qui faut-il dire merci? À François Hollande? À Emmanuel Macron? Est-ce simplement dû à un bon alignement des planètes? Nos éditorialistes ont leur avis sur cette question. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons le professeur Patrice Queneau, médecin lui-même. Il publie « Sauver le médecin généraliste ». Pourquoi la médecine généraliste n'attire-t-elle plus les étudiants? Pourquoi les patients ne se sont-ils plus ni écoutés ni soignés comme avant? Il tente de répondre à ces questions et apporte quelques solutions. Il nous en parlera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, cette question de la surpopulation carcérale, un problème typiquement français qui s'est aggravé ces dernières années et contre lequel on a un petit peu de mal à lutter, il faut bien le dire. Emmanuel Macron a évoqué le sujet tout à l'heure à Strasbourg. Il veut développer les travaux d'intérêt général et ainsi sortir du tout carcéral. Ne pas enfermer dès qu'il y a délit, trouver des alternatives à la prison. C'était aussi la philosophie de Christiane Taubira, taxée de laxisme en son temps. Est-ce la bonne approche? On en discutera dans un instant avec nos invités. Mais d'abord le point avec Fabien Recker. Prisons surpeuplées et matelas à même le sol, des conditions d'incarcération qui valent à la France de fréquents rappels à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, le candidat Macron s'était engagé à construire 15 000 nouvelles places de prison, une promesse que la garde des Sceaux entend appliquer tout en limitant le recours à l'emprisonnement. La peine d'emprisonnement n'est pas la seule réponse pénale face à un délit. Il me semble que nous pouvons mettre en œuvre une palette de réponses pénales qui vont aller du travail d'intérêt général, placement sous bracelet électronique, sursis avec mise à l'épreuve, etc., etc. Et donc le juge qui prononce la peine, il doit avoir en main tous ces outils. Développer ces peines alternatives, un discours qui prolonge celui d'une autre garde des Sceaux, Christiane Taubira. Taxée de laxisme par la droite, qui l'accusait de vouloir vider les prisons et de favoriser les délinquants, la ministre de la Justice du quinquennat Hollande défendait alors sa démarche. Rendre plus efficaces ces alternatives à la prison et à faire en sorte justement que ces peines alternatives ne soient pas des peines avec une suspension de menace de prison, le fameux sursis avec mise à l'épreuve, mais bien une peine en soi qui permette la préparation à la réinsertion. Favoriser la réinsertion en améliorant le suivi et l'efficacité des peines alternatives, c'est désormais aussi le cap du gouvernement. Au point que cet après-midi, c'est le président de la République en personne qui a annoncé la création d'une agence pour développer et encadrer les travaux d'intérêt général. Pour que l'enfermement ne soit pas le seul horizon. Pour que l'incarcération ne soit pas le terreau des extrémismes, des vies échouées, des destins brisés. Abandonner le tout carcéral au profit des peines alternatives, une nouvelle philosophie gouvernementale, mais aussi un chantier de 10 ans, selon les professionnels. Et pour aller plus loin sur ce plateau, Marie Créteneau, bonsoir. Vous êtes responsable plaidoyer à l'Observatoire international des prisons. Erwan Saoudi, bonsoir. Vous êtes délégué régional Paris FO pénitentiaire. Joachim Pueyo, bonsoir. Député Nouvelle Gauche de l'Orne et ancien directeur de la prison de Fresnes et de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Front National. Merci à vous également. Merci à tous les 4. On l'a entendu, l'idée majeure de Christiane Taubira était de sortir du tout carcéral. On a le sentiment que Nicole Belloubet, Emmanuel Macron s'inscrivent dans cette ligne. Est-ce que finalement Christiane Taubira avait raison et quelle est votre réaction à cette annonce d'agence de travaux d'intérêt général, Joachim Pueyo? C'est une très bonne annonce, mais ceci dit, le travail d'intérêt général existe en France depuis les années 82-83. Et moi, à l'époque, j'étais maire d'une petite commune rurale. Et en 1983, j'accueillais déjà des condamnés au travail d'intérêt général
pour des faits mineurs, mais cela ne nécessitait pas l'incarcération. Donc moi, je suis tout à fait partisan du travail d'intérêt général, du placement en chantier extérieur, des mesures de semi-liberté, sous réserve que toutes ces mesures soient bien prises en charge par le service pénitentiaire d'insertion de probation, de façon qu'il y ait une bonne prise en charge et à la fois un contrôle. Si vous avez un contrôle, une bonne prise en charge, l'exécution de ces peines peuvent être efficaces. Ça, c'est mon point de vue pour les courtes peines. D'ailleurs, il y a un mouvement en France. En 2009, la garde des Sceaux de l'époque, Rachida Dati, avait proposé déjà des aménagements de peine pour toutes les peines inférieures à 2 ans d'emprisonnement. Donc c'est pas nouveau. Nous avons une continuité. L'idée, c'est de le développer. Mais il faut le développer. Mais si on veut le développer, il faut créer des postes pour le suivi, pour la prise en charge et pour le contrôle. Parce que s'il n'y a pas de suivi, ce serait un échec. D'autre part, je tiens à rappeler quand même que vous avez beaucoup de condamnés qui exécutent des peines en milieu ouvert. C'est plus de 170 000 condamnés qui actuellement exécutent des peines en milieu ouvert. Donc, c'est pas nouveau. Simplement une continuité, le fait de renforcer effectivement une structure pour accueillir les condamnés au travail d'intérêt général, c'est bien. On demande souvent aux collectivités locales, on demande souvent aux associations, mais souvent il y a des hésitations parce qu'il y a un manque d'encadrement. Alors, je vais vous faire réagir tous dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute la réaction de Marine Le Pen cet après-midi, après cette annonce d'Emmanuel Macron. Pour elle, c'est du laxisme pur et simple. Écoutez. Donc je ne crois pas à ces méthodes. Encore une fois, je pense que la seule chose valable, c'est de construire des prisons. Ça fait 30 ans que ça dure. Bon, par conséquent, encore une fois, je vous le dis, il y a aujourd'hui un grand plan de vente du patrimoine de l'État. Eh bien, arrêtons de vendre le patrimoine de l'État et transformons des bâtiments qui sont faits pour accueillir du public en centres pour primo-délinquants, en centres semi-ouverts. Ça permettrait effectivement de lutter contre cette surpopulation carcérale tout en appliquant les décisions de justice. Parce que c'est quand même ça l'objectif. Jordan Bardella, les mesures annoncées par Emmanuel Macron et notamment celle-ci, cette agence de travaux d'intérêt général, pour vous, ce sont des mesurettes, c'est une forme de laxisme. Comment vous jugez ces mesures ? Je crois que c'est un nouveau signal de laxisme inquiétant que vient de lancer ici le président de la République. Madame Taubira est partie, mais ses idées demeurent. C'est un peu Christiane Taubira sort de ce corps et moi je suis navré. Je pense que les délinquants qui sévissent dans un certain nombre de quartiers et même de criminels d'ailleurs, je pense, doivent bien s'amuser en voyant le laxisme que s'apprête encore à continuer Monsieur Macron. S'agissant de la situation dans les prisons, elle est tout aussi dramatique puisque je rappelle quand même que 80 000 à 100 000 peines de prison ne sont pas appliquées chaque année faute de places suffisantes. Je rappelle également que 1700 détenus dorment sur des matelas à même le sol. Nous avons une situation carcérale qui n'est plus tenable aujourd'hui dans notre pays. Moi je tiens évidemment à apporter mon soutien au personnel qui travaille dans des conditions parfois difficiles et dans l'abandon. Il est honnête de le constater de la part de nos dirigeants. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut mettre en place un véritable plan carcéral. Nous manquons de 40 000 places de prison pour atteindre ne serait-ce que la moyenne européenne. Il faut converger vers cet objectif et cesser ce laxisme à tout bout de champ. Je crois que les Français attendent un État qui assure ses missions régaliennes et je crois qu'il faut aujourd'hui restaurer le vivre en paix dans le pays. Et M. Macron, en continuant la politique de Christiane Taubira, envoie un message encore une fois dramatique et inquiétant pour nos compatriotes. Marie Créteneau, il vient d'annoncer, de parler de plusieurs chiffres. Ce sont des chiffres que vous validez ? Pas totalement, mais je voulais revenir sur la question du laxisme. Et là, on entend dire que ça fait 30 ans que ça dure ce type de politique. Ça fait 30 ans que ça dure ces accusations en laxisme dès qu'on parle d'autre chose que la prison. Ça, c'est assez insupportable. Et il y a une sorte d'entêtement et d'aveuglement là-dessus de ne pas voir en fait les effets de ce type de politique. Aujourd'hui, une des mesures les moins efficaces, c'est la peine de prison. Les taux de récidive, c'est là où ils sont les plus importants par rapport aux peines alternatives. C'est 61% de recondamnation dans les 5 ans. En peine alternative, on chute à 39%. Donc vous nous dites que la prison, c'est pas efficace. Elle a démontré son inefficacité. Après, c'est qu'il y ait, en termes de prévention de la récidive, qu'elle soit utilisée à des fins de neutralisation dans certains cas. Et pour protéger la population. Pour protéger, mais il faut aussi bien penser que cette neutralisation, elle est temporaire. Enfin, c'est à part, et même dans le cas des perpétuités, normalement, en principe, toute personne a vocation à sortir ou du moins avoir la possibilité d'espérer pouvoir sortir. Vous comprenez que c'est difficile à entendre ça pour une population, pour l'opinion qui a peur.
Là, on lui vend une solution qui produit de l'insécurité, alors qu'il y a des mesures qui coûtent moins cher, qui sont plus efficaces et qui sont une réponse pénale. Enfin, de considérer, on devrait avoir une approche de la sanction, non pas sous l'angle purement punitif, comme s'il allait empêcher quelqu'un de recommencer. Une sanction, elle doit favoriser une sortie de délinquance. Et pour ça, il faut non pas détruire les personnes, mais avoir une logique donc d'agir sur les facteurs de passage à l'acte et un accompagnement, et les mesures alternatives permettent véritablement ce travail de passage à l'acte, ou même quelqu'un qui, par exemple, qui a une problématique de violence. Qu'est-ce qu'on fait? On le plonge dans un milieu où c'est la loi du plus fort, où il y a de la violence extrême. Donc la solution, c'est de le laisser sortir. Absolument pas. Plutôt que de changer les conditions carcérales. Non, elle parle justement d'alternative. Solution. Je ne suis pas en train de dire le laisser sortir, je suis en train de dire d'agir sur les facteurs de passage à l'acte. C'est absolument pas. J'aimerais entendre Erwan Saoudi Saoudi qui n'a pas encore parlé. De tout carcéral, de penser à la sanction, de qu'est-ce qui va être le plus utile. Et au moins se permettre cette réflexion, pas se bloquer. Oui, aujourd'hui, pour faire de la prison, il faut quand même y aller, permettez-moi. Non, parce qu'on voit dans un certain nombre de cas des délinquants multirécidivistes qui passent systématiquement par les cases commissariats et qui passent par les cases prison quelques mois avant d'être mis en liberté. Je crois qu'il y a un véritable deux poids, deux mesures, et la justice doit aujourd'hui être du côté des victimes, ce qui n'est absolument pas le notre sens avis de la là-dessus, démarche. c'est qu'à mon avis, pour régler le problème de la surpopulation, il y a plusieurs leviers, dont peut-être les propositions de Mme Belloubet. Maintenant, il y a quand même une réalité carcérale aujourd'hui, c'est la surpopulation, qui est franchement endémique, qui date depuis des années, et qui pose vraiment des problèmes de sécurité à l'intérieur. Et Marie Crétenot qui nous dit, finalement, la prison est contre-productive, ça n'aide pas. Non, je ne suis pas convaincu de ça. Ce qu'il faut, c'est surtout que le temps d'incarcération soit utile à la personne détenue, c'est-à-dire d'avoir des conditions de détention qui soient acceptables, dignes, autant pour les personnels qui travaillent à l'intérieur, mais également aussi pour les personnes détenues. Puisque finalement, toute cette agressivité ressort aussi sur le personnel. Alors, en préparant cette émission, je vais vous faire réagir dans un instant. Partout en Europe, apparemment, le nombre de détenus a baissé, sauf en France. Comment on explique cela, Joachim Pueyo? Et je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit. Je crois que tout dépend effectivement du code pénal. Ce qui est important, à mon avis, c'est donner les moyens à la justice d'appliquer les décisions qu'elle prend. Alors actuellement, on a des difficultés. Donc moi, je ne veux pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? La justice condamne, elle envoie quelqu'un en prison et la prison ne peut pas recevoir. Une peine d'emprisonnement, c'est pas par hasard. Il y a eu une étude du dossier, il y a eu une étude très fine des faits qui amène le magistrat à prendre une décision d'écrouer un détenu parce qu'effectivement, il y a une histoire, parce qu'il y a peut-être des faits qui sont multipliés, etc. Et lorsque vous mettez un détenu dans une prison où il ne peut pas être seul en cellule, où il doit dormir sur un matelas, c'est là que le problème commence à se poser. Donc il faut absolument que les moyens soient accordés pour que la justice soit appliquée dans des meilleures conditions. Et donc moi je ne veux pas opposer d'ailleurs les peines hors prison et les peines dans la prison. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de discernement, il faut individualiser les décisions de sanctions. Et je ne pense pas que d'ailleurs que les magistrats soient laxistes. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Lorsque on annonce une programmation de 15 000 places, je crois que c'est nécessaire effectivement de créer des places de prison, non pas pour empêcher les peines hors prison. Au contraire, on démontre, on a des chiffres conséquents, mais pour permettre à la fois aux surveillants de travailler dans des bonnes conditions, au personnel pénitentiaire et hors pénitentiaire. Vous avez des enseignants, vous avez des éducateurs, des assistants sociaux, vous avez effectivement des médecins. Et le fait qu'il y ait cette surpopulation, eh bien, on voit les conséquences importantes. Donc, il faut absolument construire, tout en veillant effectivement à ce que les lois qu'on a votées, et moi je suis partisan de la contrainte pénale, pour certains condamnés, ça peut être plus utile. D'ailleurs, les surveillants ne s'opposent pas, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur, aux peines hors prison. Les surveillants, eux, ce qu'ils demandent, c'est... J'ai jamais dit ça, monsieur. J'ai dit qu'ils travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles et que les gouvernants avaient trop tendance à l'oublier. Les surveillants ne sont pas forcément contre les déplacements extérieurs, la semi-liberté, le travail d'intérêt général. Ce qu'ils souhaitent, eux, c'est davantage de moyens pour exercer leur travail avec plus d'efficacité. Effectivement, lorsque vous avez affaire à une prison dans laquelle vous avez 3 détenus par cellule et que normalement c'est un détenu, vous voyez très bien que les problèmes que cela pose pour le surveillant. Je vous remercie, je suis d'accord.
Une chose qui est sûre, c'est que c'est pas la contrainte pénale qui va permettre de faire baisser la surpopulation en maison d'arrêt, dans le sens où, de toute façon, aujourd'hui, ces petites peines, on les a pas en maison d'arrêt. On est dans des surpopulations telles que il y a un choix qui est fait, c'est qu'on incarcère en maison d'arrêt que des peines longues. C'est pour ça qu'effectivement, il y a plein de peines qui ne sont pas appliquées parce qu'on n'a pas le parc immobilier pour le faire. Marie Greytenot, je vous vois trépigner, réagir. Qu'est-ce qui vous fait... Ça me fait penser que j'ai oublié la question des peines dites non exécutées ou qui ne seraient pas appliquées. C'est des peines qui sont en application de la loi, avec le principe que l'aménagement de peine doit être favorisé. Enfin, en tout cas, du moins, le recours à l'incarcération doit être limité. Donc, les peines de moins de 2 ans, il y a possibilité en fait que la situation soit examinée par un juge d'application des peines et que la peine soit aménagée sous forme d'un bracelet électronique. Et donc, autre chose que la prison et l'incarcération. Et donc, ces peines-là qu'on dit non exécutées, elles sont en attente d'exécution. Alors après, on peut dire que ça ne va pas assez vite, Ok, d'accord, mais il y a un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, mais moi je serais pour renforcer les moyens justement des magistrats et du milieu ouvert et de permettre ça. Mais juste pour dire que ce n'est pas des peines non appliquées. Ensuite, les longues peines en maison d'arrêt, la durée moyenne de détention, on est quand même à 8 mois. On ne peut pas dire qu'on soit sur des peines extrêmement longues. Après, et on a encore énormément de mandats de dépôt avec des peines de 6 mois. Vous voulez dire que toutes ces peines-là pourraient être faites autrement qu'en prison? Mais aujourd'hui, si tous les gens qui ont un reliquat de peine de moins d'1 an avaient un aménagement de peine comme la loi le prévoit, on n'a pas de surpopulation. Mais ça, il faut aussi en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Le problème, c'est l'application de la loi. Est-ce que la loi est équilibrée en France? Je pense que oui. Il y a eu effectivement des lois successives. Nous avons des lois équilibrées. Donc, par contre, il faut donner les moyens à la justice que l'application se fasse dans des bonnes conditions. Actuellement, c'est difficile. Et c'est pour ça que la peine, elle manque de sens si effectivement on écroule des détenus dans des établissements surpeuplés. Et là, on voit toutes les conséquences. Donc, c'est pas une question d'être laxiste ou pas laxiste. À mon avis, c'est une question de moyens qu'on doit mettre sur la table. Ensuite, de moyens et de réorganisation. Quand vous avez, par exemple, 170 000 condamnés qui sont suivis en milieu ouvert, il faut des services d'insertion pénitentiaire si on veut que ce soit efficace au niveau de la prise en charge. Est-ce que ces peines en milieu ouvert sont plus ou moins efficaces que celles qui sont exécutées en milieu fermé? C'est pas forcément les mêmes profils, c'est pas forcément les mêmes détenus. Moi, je pense que la prison, elle peut être utile quand vous écrouez, par exemple, des criminels ou des multirécidivistes qui mettent des difficultés dans la vie quotidienne de nos concitoyens. La population. Jean-Van Marjella, s'il vous plaît. Il ne faut pas opposer. J'aimerais également apporter un complément. Au lieu de libérer les criminels, comme vous semblez le proposer, j'aimerais qu'on commence par libérer des places. On ne propose pas de libérer les criminels. On va essayer de pas être dans la caricature. Permettez-moi, j'aimerais qu'on commence par libérer des places et qu'on revienne notamment sur la double peine. Combien d'étrangers purgent aujourd'hui des peines en France? J'aimerais qu'on revienne sur la double peine qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy et qu'un criminel ou délinquant étranger purge sa peine dans son pays d'origine. J'aimerais que, si cela, sous réserve d'accords bilatéraux, comme c'est le cas... Est-ce que ça enlèverait beaucoup de monde dans les prisons? J'aimerais, allons sur ces thématiques. Moi, on a une conférence de presse ce matin à Nanterre pour évoquer ce qui s'est passé hier à Calais, où un migrant a commis un viol sur une Calaisienne qui sortait de son travail. On en a malheureusement trop peu parlé dans la presse. Et j'aimerais savoir ce qu'on va faire avec ce monsieur. Est-ce qu'il va bénéficier de l'administration pénitentiaire française ou est-ce qu'il va être expulsé du territoire national? La question se pose. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la double peine que monsieur Sarkozy a supprimée. Permettez-moi, les criminels et délinquants étrangers n'ont rien à faire sur le territoire national. Est-ce que ça participe de la surpopulation carcérale, oui ou non, en termes de chiffres? Très peu, non. Le droit français, il est très précis. Lorsque vous commettez des faits délictuels ou des faits criminels sur le territoire, c'est une juridiction française qui condamne et l'exécution des peines se fait en France. Ensuite, il y a des accords quelquefois pour que le détenu condamné termine sa peine dans son pays d'origine à la demande soit de l'intérêt, etc. Donc il y a des accords bien évidemment. Donc on ne va pas chambouler tout le code pénal. Je crois que le code pénal il existe, il est équilibré, il faut le maintenir. Ce qui nous manque, c'est effectivement des moyens. Ce principe, je peux vous dire qu'on aurait évité un certain nombre d'attentats. Parce que combien d'auteurs d'attentats sur le terrorisme national se sont rendus coupables de crimes ou de délits? Le criminel de Marseille, par exemple, avait commis un crime, avait été condamné et il demeurait sur le territoire national.
place. De même que pour le terroriste de Nice, de même que pour le terroriste de Nice qui avait été condamné pour vol 6 mois auparavant et qui était de nationalité tunisienne. Je sais bien que la vérité vous dérange, mais il faut quand même la rappeler aux Français, et les Français connaissent la vérité de toute manière parce qu'ils sont dans la vraie vie. Mais la vérité ne me dérange pas du tout. C'est un problème d'exécution des décisions encore de justice. Lorsque quelqu'un est interdit de rester sur le territoire français, c'est comment on met en place l'exécution de cette décision. Également pour les expulsions. Ça n'a rien à voir avec la justice, une question d'exécution. Nicole Belloubet, invitée de Public Sénat, a détaillé quelques-unes de ses autres propositions pour sortir de ce tout carcéral. Elle a notamment évoqué ses quartiers de préparation de sortie. Écoutez. Ces détenus, un jour, sortiront de prison. Et il faut donc que nous puissions les accompagner dans ce parcours de détention. Or, un détenu qui est en fin de peine, qui est détenu pour des raisons diverses qui ne sont pas des raisons de terrorisme, il faut qu'il soit dans des structures qui lui permettent de préparer sa sortie. C'est ce qu'on appelle les quartiers de préparation à la sortie. La construction, c'est pour répondre à votre question initiale, la construction de ces quartiers de préparation à la sortie est plus rapide qu'une maison d'arrêt hyper sécurisée. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons pouvoir progresser dans la construction des 15 000. Oui. Erwan Saoudi, j'aimerais vous entendre. Nous, on est absolument pas contre cette idée qui me paraît bonne. Après, elle pourrait s'appliquer, je pense, encore à plus de catégories de détenus. Je pense, de quoi on parle exactement? Ce sont des sas de décompression? En fait, ça va être des structures à sécurité légère, sans mirador, qui sont facilement, qu'on peut construire rapidement et qui va donc pouvoir proposer de désengorger nos maisons d'arrêt, qui est franchement le du problème. Ça existe déjà. Il y a des établissements qui ont des quartiers de préparation. Et alors ça marche? On a un petit peu de recul? Ça fonctionne bien parce que lorsqu'un détenu est à 2 mois de sa libération, je crois que c'est important de mobiliser sa libération sur la réinsertion. Autrement, c'est pas bien pour la société et même pour l'équilibre et même pour la sécurité. Donc, on a intérêt, lorsqu'un détenu voit sa fin de peine arriver, de mieux préparer sa sortie avec ce qu'on appelle des centres pour peine aménagée ou des quartiers de préparation à la sortie. On a fait des expérimentations, ça fonctionne relativement bien. Donc ça, je crois que c'est plutôt dans le bon sens. Il faut le faire plutôt que des sorties sèches. Marie Crétenot, sur ces quartiers de préparation à la sortie? Jusqu'à maintenant, ils ont été en fait assez peu utilisés. En tout cas, il y a des variations très importantes sur le territoire. Mais au-delà de ça, si on a une approche de penser la sortie des personnes incarcérées en venant venir en fait les services sociaux de droit commun, l'extérieur, favoriser l'élaboration de projets d'insertion, très bien. Simplement, c'est résiduel par rapport à l'ensemble du parc carcéral. Ça devrait être pensé plus globalement. Et je voulais revenir sur un aspect, c'est qu'on n'a pas parlé des 15 000 places de prison, parce que là, on nous parle de développer les alternatives. Mais les 15 000 places de prison, ça va coûter 1,4 milliard. On a déjà une dette de 5,7 milliards au titre de construction passée. Et il y aura une ardoise de plus de 3 milliards pour le prochain. Donc vous dites qu'il ne faut pas construire plus de places de prison? Non, parce qu'on n'a pas besoin, on a trop de détenus. Non, il faut quand même investir à la hauteur. On va juste la laisser terminer son raisonnement. On a trop de détenus, et si aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, si tous les gens reliquats de peine de moins d'1 an, 19 000 en maison d'arrêt, bénéficiaient d'un aménagement de peine, favorisé par ces QPS, on n'a plus de surpopulation. On a un phénomène de surincarcération qui s'est produit par des effets de politique pénale sans augmentation par ailleurs de la délinquance, quelles que soient les représentations. Vous voulez dire qu'on a envoyé en prison, les juges ont envoyé en prison sans vérifier qu'il y avait des places et qu'il y avait... Il y a plusieurs mécanismes. Il y a l'effet des comparutions immédiates où en réalité les magistrats n'ont pas le temps d'apprécier la situation des personnes et donc recourent de manière un peu automatique à des peines d'emprisonnement avec des aménagements de peine qui ont eu du mal à se développer parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, notamment le placement à l'extérieur qui est face à une baisse de crédit relativement importante, notamment cette année. Et aujourd'hui, dans le crédit les budgets 2018, on a une baisse de ce qui est dévolu au placement sous surveillance électronique, baisse que dévolu au placement à l'extérieur. Donc on peut nous faire des annonces et nous, on va les soutenir, ces annonces pour le TIGE, pour le développement des alternatives. Mais il n'y a pas de traduction budgétaire. Alors il y a un sujet sur lequel l'incarcération provoque un débat particulièrement houleux, c'est la question des djihadistes. Il y a quelques jours, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence LR, a été très clair. Tous ceux qui reviennent de combats en Syrie doivent être enfermés. Nicole Belloubet lui a répondu ce matin sur Public Sénat. Moi, ce que je demande, c'est l'enfermement immédiat de tous les djihadistes qui sont revenus en France. Présomption de culpabilité? Non, pas présomption de culpabilité. On a tout l'arsenal pénal, monsieur Tréhard. Tout l'arsenal pénal qui permet de le faire. Ils peuvent être poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Ils peuvent être poursuivis par le biais de l'intelligence avec l'ennemi ou du crime de haute trahison. Ce que je demande donc au gouvernement, c'est qu'on arrête de ce point de vue
de fermer les yeux. Il est temps de réagir. Sans doute M. Wauquiez est-il mal informé, car aujourd'hui, lorsque une personne revient des terrains de combat, Syrie, Irak, elle est systématiquement présentée au parquet de Paris qui, vous le savez, a la compétence pour l'antiterrorisme. Joachim Pueyo, ça vous fait beaucoup réagir. Oui, mais bien sûr, moi je suis d'accord avec le garde des Sceaux. Franchement, tous ceux où nous avons actuellement 500 détenus qui sont écroués pour des faits liés au terrorisme. Donc, ce qui veut dire que la loi s'applique. Et je crois que c'est quand même étonnant qu'on mette toujours en question les magistrats. Moi, je voudrais dire que les magistrats en France font du très bon travail. Alors, c'est pas facile avec les moyens qu'ils ont actuellement, avec les tribunaux qui sont surencombrés. Il n'y a pas suffisamment de magistrats, il n'y a pas suffisamment de greffiers. Donc, il faut le rappeler, ça. Mais actuellement, la loi permet effectivement à un magistrat d'écrouer quelqu'un qui revient de Syrie et qui a commis probablement des faits sur ces terrains. Ces terrains de combat. Donc, la différence entre le discours de Laurent Wauquiez et celui de la garde des Sceaux, c'est que lui dit qu'il faut les enfermer tout de suite, parce que de toute façon, il y a soupçon et il y a enquête possible, le droit le permet, et Nicole Belloubet dit ils sont présentés à un juge, et au cas par cas, on voit si on les incarcère ou pas. Nous sommes dans un état de droit. Il ne s'agit pas ici de mettre en place un dispositif administratif. Nous sommes dans un état de droit, donc c'est la justice qui prend les décisions. Actuellement, nous avons 500, on en aura probablement plus. Et je crois que c'est un sujet pour la prison. 1500 détenus qui sont radicalisés, 500 qui sont écroués pour des faits terroristes. Il y a une question de prise en charge qui va se poser rapidement. C'est décidément un problème qu'on n'arrive pas à gérer. Hein, je suis déjà évidemment ravi que M. Wauquiez nous rende hommage systématiquement dans ses propositions, en reprenant les propositions du Front National et de Marine Le Pen. Ça, c'est de la politique, c'est pas le débat de ce soir. Oui, c'est à son sens. Je crois effectivement que nous avons l'arsenal nécessaire pour incarcérer les djihadistes potentiels quand ils reviennent sur le territoire national, avec notamment l'article 411-4 du Code pénal qui permet d'incarcérer pour intelligence avec l'ennemi. Ce qui est d'ailleurs d'autant vrai pour les fichiers S pour radicalisation sur le territoire national, dont on sait qu'ils s'apprêtent à commettre des attentats sur le sol français. Donc évidemment, ces djihadistes doivent passer immédiatement par la case prison. Et juste, je compléterai votre chiffre, vous évoquez 500 terroristes potentiels. Aujourd'hui, il y a 1500 détenus radicalisés. Je l'ai dit, monsieur. Très bien. Autant pour moi, 1500 détenus radicalisés dans nos cellules. Et je crois aussi que la prison est, sous une certaine mesure, un incubateur de la radicalisation. On a vu de nombreux délinquants, criminels, passer par ce phénomène hybride, c'est-à-dire passer de la délinquance à la criminalité, puis à la radicalisation, notamment par la case prison. Donc je crois que cette mixité carcérale pose aussi un problème. Il va falloir travailler loin de préparer la réinsertion, la prison radicalisée. Juan Saoudi, vous avez nous, Gilles Kepel d'ailleurs a travaillé là-dessus. Force ouvrière, on est un peu sur l'avis des djihadistes sur cette idée-là de créer des établissements particuliers. On les isole, on les met à part. À accueillir cette typologie de. Pourquoi c'est si compliqué que ça à gérer dans votre quotidien? Bien sûr, parce que l'agent lambda a besoin d'une formation pour appréhender ces détenus. On a besoin aussi d'une sécurité qui est nettement supérieure à ce qui se passe aujourd'hui dans nos maisons d'arrêt. Le problème, c'est d'avoir ces djihadistes qui sont avec le tout venant et qui, du coup... Mais ils sont identifiés, ces hommes, et ils essayent de convertir les autres. Quel est leur pouvoir dans ces prisons ? Alors, pouvoir, il peut être énorme. Ils partent en cours de promenade avec les autres, ils vont dans les activités avec les autres. Et ça, encore une fois de plus, le fait de la surpopulation et le manque de personnel, il y a une surveillance qui est, on va dire, limitée. Ce que nous, on souhaiterait à Force ouvrière, c'est vraiment des établissements dédiés à cette surveillance avec un professionnalisme et une approche plus fine pour les djihadistes. Attendez, Marie Crétenot ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet. Des établissements à part pour les djihadistes, vous cautionnez cette idée ? Sur tout ce qui est retour de Syrie ou d'Irak, c'est-à-dire que si on ne distingue pas parmi les personnes, les parcours qu'ils ont eus, ce qu'ils y ont fait, comment ils rentrent, dans quelles conditions ils rentrent, et psychiquement, si on met tout le monde ensemble, sans distinction, ça ne va pas produire de bons effets. Pour vous, ça va être de l'embrigadement supplémentaire ? Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont revenues, qui ont voulu revenir parce qu'elles ne pouvaient plus supporter ça, ou qui sont en désaccord. Si par principe, parce qu'ils y sont allés, on les incarcère, on les met avec les autres, qu'est-ce qui va se passer ? C'est soit des logiques de réembrigadement, soit et de pression. Il faut forcément avoir une réponse individualisée. Donc il faut là-dessus, il faut y aller avec quand même une analyse et pas être dans une logique binaire où le principe c'est incarcération et incarcération dans des établissements spécifiques.
Après, la question, elle est complexe, mais vraiment là-dessus, moi, c'est vraiment distinguer les Joachim Pueyo, puis... Moi, je voudrais dire que l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, avait fait des propositions très concrètes. Créer des unités pour détenus violents dans les maisons centrales pour effectivement écarter les détenus les plus radicalisés du reste de la population pénale. Il devrait être mis en place. 100 places. 200 autres places dans les maisons d'arrêt à l'isolement. Donc, effectivement, il faut isoler pour éviter la contagion. Jordan Bardella, vous vouliez une... Et puis également, il y a une question du renseignement pénitentiaire, parce qu'il faut que les renseignements pénitentiaires aient des moyens pour observer et détecter les détenus qui sont en voie de radicalisation. Je crois que c'est très important, très important de le rappeler, parce qu'effectivement, on a dans les établissements pénitentiaires des détenus très fragiles sur le plan psychologique et qui peuvent être influencés effectivement par des prêcheurs de haine, par cette idéologie que nous voyons, dont nous voyons les dégâts. Je rejoins évidemment la proposition que vous avez formulée de créer des établissements dédiés, spécifiques pour pouvoir isoler ces individus qui sont des bombes humaines. Et j'ajoute un petit complément à ce que j'ai dit tout à l'heure, s'agissant des djihadistes français qui partent à l'étranger. Si on pouvait éviter de leur verser des allocations familiales, je pense que ce serait pas mal. Voilà, 20% des djihadistes reçoivent des allocations familiales et j'aimerais que le gouvernement soit beaucoup plus vigilant et ferme là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Louis aux haltères à Thierry Fabre. La croissance repart, c'est assez net. Faut-il dire merci Macron? Nous en débattrons sur ce plateau dans un instant. Mais d'abord, un point chiffré de l'INSEE avec Stéphane Amalian. Vous me troublez. La tendance se confirme, la croissance perdure en France selon l'INSEE, avec plus 0,5% au troisième trimestre de 2017. Pour la première fois depuis 7 ans, la croissance dépasse les 0,5% pendant 4 trimestres consécutifs. Une bonne santé, en partie due à l'accélération de la consommation des ménages et à une progression de l'investissement. L'INSEE a également revu à la hausse le taux de croissance du trimestre précédent de 0,5 à 0,6%. Une embellie économique qui se fait dans un contexte européen favorable. Les 19 pays de la zone euro ont connu une croissance de 0,7% entre avril et juin 2017. Et sur un an, le PIB de l'Union européenne croît de 2,5%. Le gouvernement français espère atteindre 1,8% de croissance sur l'ensemble de l'année, une hypothèse réalisable selon l'INSEE. Seul ombre au tableau pour la France, le commerce extérieur, avec une augmentation sensible des importations et un ralentissement des exportations sur la période. Avec nous pour ce match des idées, Louis aux haltères, bonsoir, journaliste politique à Marianne, Thierry Fabre, bonsoir, rédacteur en chef à Challenge. Bonsoir. Merci à tous les deux. Plus 0,5 points de croissance au troisième trimestre. Quel est votre avis? Il a de la chance, Emmanuel Macron, c'est sa politique qui porte ses fruits. Il faut dire merci Macron, merci Hollande. Il a énormément de chance. Ça, c'est quand on voit le début des présidents précédents. François Hollande qui est arrivé, le taux de croissance 2012 c'était plus 0,2%. Et les années suivantes, ça avait été assez catastrophique. Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait une bonne croissance, mais ça n'a pas duré, la grave crise financière l'année d'après. Donc là, Emmanuel Macron a un trend de croissance normalement de 12 à 18 mois. Tous les économistes le prédisent. Donc il y a un trend européen, c'est-à-dire que la France, c'est spectaculaire, mais c'est spectaculaire aussi chez nos voisins, 0,6 en moyenne pour la zone euro. Donc vous dites, il a de la chance, il bénéficie d'un bon alignement des planètes, d'une conjoncture économique mondiale très favorable. Tout à fait, conjoncture économique mondiale favorable, et en plus, il bénéficie de qui? De François Hollande, qui a quand même fait des efforts, notamment en faveur des entreprises, des baisses de charges, notamment dans la dernière année, baisse de charges sur les bas salaires, et on sait que quand on baisse les charges du côté sur les bas salaires, ça a un effet direct sur la création d'emplois. Donc, on a actuellement un trend de 300 000 créations de postes par an, ce qui est vraiment spectaculaire, qui, mécaniquement, le chômage va baisser. Là, on l'a vu le mois dernier, donc on va aller vers les 9,5% de taux de chômage pour la fin de l'année. Donc, il peut lancer ces réformes dans un climat favorable. Ça change tout. Quand vous allez lancer des réformes polémique, explosive, comme on voit sur les ordonnances de loi travail, et qu'en plus il y a des mauvaises nouvelles, il y a une crispation qui peut vraiment empêcher les réformes d'avancer. Là, pour le coup, le trend est extrêmement favorable. Et il faut évidemment qu'ils disent merci aussi à François Hollande. Donc pas du tout merci Emmanuel Macron, lui, aux haltères. Non, mais bien sûr que non, que c'est pas sa politique. Il est au pouvoir depuis 5 mois, donc c'est même pas lui faire insulte de lui dire que c'est pas grâce à lui. Mais il y a même pas si un la effet croissance Macron. Alors, ce qui est important, le mot-clé important quand même, c'est la confiance. C'est-à-dire que si vous instaurez un climat de confiance, notamment pour les PME qui sont créatrices d'emplois, là où faire une embauche ou pas, faire un investissement ou pas, pour un patron, c'est quand même très important. C'est le moment où il va se sentir en confiance qu'il va prendre cette décision ou pas. Les ménages, c'est pareil. Or, on voit que la croissance
dans les statistiques de l'INSEE, elle est essentiellement portée par la consommation des ménages et par les investissements des entreprises. Donc on voit que les acteurs de l'économie, ils ont repris confiance d'une certaine façon. Après, il est évidemment très difficile d'attribuer la paternité de tel ou tel demi-point de croissance. Évidemment, les Michel Sapin, Christian Eckert, tous les fidèles de François Hollande vont nous expliquer, et vous allez voir dans les jours qui viennent, que c'est évidemment grâce à la politique menée par Hollande. Peut-être qu'Emmanuel Macron en bénéficie effectivement pour une certaine partie. À lire les analyses des économistes, on a quand même et surtout l'impression qu'il y a en réalité un contexte international et notamment européen qui est assez porteur. La reprise, c'est une réalité pas seulement en France, c'est une réalité dans toute la zone euro. Oui, sauf que la France est plutôt d'autres pays européens étaient dans cette reprise et nous, on n'y était toujours pas. Exactement. Et la France, d'ailleurs, même en ce moment, la France est toujours en dessous de la moyenne de la zone euro. Donc en fait, ça va un peu mieux en France, mais ça va encore mieux dans les autres pays. Donc on voit bien qu'on est plutôt porté par ce contexte international qu'un moteur pour les économies. Mais on aurait pu le louper complètement. Oui. On peut toujours envisager le pire. Enfin, on sort quand même d'un marasme assez important. Donc, et attention à ne pas se féliciter trop vite. On est à 1,8% de croissance sur l'année 2017 dans les prévisions. L'acquis de croissance, il est à 1,7%. Et de toute façon, ce qui va compter politiquement, évidemment, c'est les chiffres du chômage. Et là, la croissance peut sans doute évidemment créer du chômage à long terme. Mais pour l'instant, notamment à cause de la suppression des emplois aidés, il y a des gens qui risquent de revenir dans les chiffres du chômage. Donc il ne faut surtout pas évidemment s'attendre à une amélioration directe dès début 2018 des chiffres de l'emploi. C'est intéressant de comparer le quinquennat Hollande avec ce qui est en train de se passer parce que François Hollande l'a cherché pendant tout son quinquennat, cette reprise, en faisant des allègements pour les patrons, et notamment en disant allez-y, investissez, créez de l'emploi. Ils ne l'ont pas fait. Une des explications, c'est que François Hollande a fait du zigzag, c'est-à-dire qu'il baissait les charges d'un côté, mais il augmentait les impôts de l'autre. Et sa fameuse taxe à 75%. Emmanuel Macron arrive dans un climat favorable et il tient son cap. Il ne zigzague pas, il applique les réformes qu'il avait prévues et qui sont pour l'instant des réformes très libérales. Donc il y a vraiment des signaux au vert pour tous les opérateurs de l'économie. Et donc mécaniquement, on peut se dire que ça va se traduire en investissement et en emploi. Parce qu'en plus, il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus les Français entendent ces chiffres et ces signaux au vert, plus ils ont peut-être envie d'embaucher, de faire partie de ce train. Et notamment, ils font plus crédit à Emmanuel Macron qu'à François Hollande de tenir cette politique pendant 5 ans. Parce que c'est essentiel pour investir. On va se dire, mais oui, mais si dans 2 ans, il y a une réforme fiscale qui change tout. Non, là, l'ISF, il le supprime en partie et il n'y revient pas dessus pendant 5 ans. Donc c'est un signal fort qui fait que normalement, s'il n'y a pas d'accident économique majeur à l'extérieur, on devrait justement faire maintenant mieux que la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'il y a un cercle vertueux qui devrait s'enclencher pour que la France soit plutôt dans le haut du tableau, alors que ces dernières années, elle était plutôt dans le bas du tableau. Et les messages politiques jouent beaucoup, évidemment. Hollande se fait élire sur le slogan « Mon ennemi, c'est la finance ». Ensuite, il fait le pacte de responsabilité. Donc, on est effectivement dans le zigzag permanent. Macron, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, il a affiché la couleur. Il est pro-business depuis le début. Il dit qu'il est de droite et de gauche. En réalité, il mène plutôt la politique qu'appelait la droite libérale de ses voeux, ou voire une partie de la gauche social-libérale, social-démocrate, c'est comme on veut. Donc, effectivement, le cap est assez clair. Et c'est sans doute ce qui inspire, en tout cas, ce qui donne une certaine vision de moyen long terme aux entreprises. Après, reste à voir ce que dira toute une catégorie de la population de ces autres mesures, notamment des mesures sociales ou antisociales, pourrait-on préciser. Je pense évidemment aux aides au logement. Ça aussi, ça joue quand même pour la confiance d'une économie. Deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est le feuilleton du parti Les Républicains. Énième bureau politique ce mardi pour régler enfin, j'ai envie de dire, la question des exclusions des membres explicitement Macron-compatibles. La semaine dernière, faute de quorum, leur exclusion n'a pas été validée. Cette fois, c'est fait. On l'a appris ce soir. Ils ont acté le départ d'Édouard Philippe et exclu très directement les 4 autres membres qui étaient menacés. Sauf que le ridicule de la situation a donné lieu à quelques moqueries. Aujourd'hui, regardez ce tweet de Thierry Solaire, député lui-même visé par cette procédure d'exclusion et donc exclu ce soir. Reprenant un article du Monde annonçant l'arrêt de la série House of Cards, il commente « Mais rassurez-vous, ce soir, il y a le bureau politique des Républicains. » C'est dit. La semaine dernière, Rachida Dati a ironisé elle aussi. Exclusion des LR, formidable adaptation du dîner de cons. Qui a dit que le ridicule ne tue pas? Il peut certainement tuer un parti politique. Vous aussi, vous y voyez une sorte de mascarade ridicule, Thierry Fabre? C'est terrible pour ce parti. Jusqu'où ira-t-il? L'exclusion sur le fond, elle peut se discuter, c'est-à-dire qu'effectivement, quand au départ Édouard Philippe et les différents ministres avaient choisi de rejoindre Emmanuel Macron, on aurait pu statuer et dire effectivement vous changez de famille politique, on vous exclut. Mais le faire
5 mois plus tard. Ça n'a aucun sens. Donc c'est effectivement un feuilleton totalement ridicule de faire ça aussi tard. Et ça ne règle pas, évidemment, le problème de fond, qui est que face à Emmanuel Macron, qui pour l'instant, effectivement, fait une politique libérale, on peut la qualifier de droite. Que la droite séduit un électorat de droite. Voilà, séduit un électorat de droite. Que la droite n'a jamais osé faire. Le tabou de l'ISF pour la droite, elle n'a jamais osé s'y attaquer. L'herbe lui est coupée sous les pieds. Qu'est-ce qu'elle peut répondre par cette mascarade d'exclusion, ça n'a aucun sens. Alors que sur le fond, on n'a pas entendu une bonne idée venant de la droite depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La seule façon de s'opposer à Macron, c'est de dénoncer des mesures libérales comme Christian Jacob, qui est visiblement pas très content de voir l'ISF supprimé, alors que toute sa famille politique le proposait pendant la campagne. Vous avez tous les candidats de droite, c'était la même chose, plus d'ISF. Donc c'est vrai que c'est assez pathétique. Au moment de l'élection de Macron, les Républicains sont tombés à pieds joints dans le piège qui était tendu, non seulement par Macron, mais par les constructifs, par le fait qu'il ait choisi Édouard Philippe, quelqu'un issu des rangs de la droite, pour devenir Premier ministre. Donc ils sont tombés dans le piège qui a consisté à du coup se battre pendant 5 mois pour savoir s'il fallait soutenir un peu Macron ou pas du tout, être dans une opposition frontale ou dans une opposition constructive. Donc la fracturation qu'a opérée Emmanuel Macron sur les Républicains, elle a parfaitement marché. Et ils ont mis donc plus de 5 mois pour conclure ce feuilleton. Et je pense qu'ils ne sont pas sortis des affres dans lesquels ils se sont mis, parce que effectivement, tout ce débat interne a escamoté le véritable problème de fond, qui est la reconstruction de leur ligne. C'est effectivement, quand on est de droite, est-ce qu'il faut soutenir Emmanuel Macron ou pas ? Ça, c'est une question qui n'est pas tranchée chez les électeurs de droite, parce qu'Emmanuel Macron, s'il baisse un petit peu dans les sondages, en revanche, dans l'électorat de droite, il regagne plutôt des points ces derniers temps, et on le comprend quand on voit les mesures qui sont adoptées dans le budget. Et deuxièmement, si on s'oppose à Macron, comment on fait ? Sur quelle ligne ? Avec quelle intensité ? Et ça, c'est évidemment le travail de Laurent Wauquiez, quand il sera président des Républicains, de définir ça. Et on voit qu'il cherche vraiment son positionnement, parce qu'en ce moment, il est plus dans l'attaque personnelle que dans les propositions de fond. Et vous faites ma transition, puisque cette série d'exclusions, de réunions ratées a donné lieu à un flottement sur lequel a surfé Laurent Wauquiez. Il en a parlé la semaine dernière lors d'un déplacement à Mandelieu. Écoutez. Et ce foutoir généralisé dans lequel on est en ce moment, croyez-moi, si jamais je m'occupe de la famille des Républicains, c'est fini. On va y remettre de l'ordre, et ces espèces de guignols qui, tout en nous ayant trahis, continuent à donner des leçons avec un cynisme insupportable, les constructifs, c'est dehors. Dehors. Un point, c'est tout. Voilà, Thierry Fabre. Ça pourrait le servir finalement, cette histoire, Laurent Wauquiez ? Il peut asseoir son autorité. Oui, alors il fait son Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, attention, il montre ses muscles. Je suis le chef. Voilà, je suis le chef et je vais remettre de l'ordre. Quand on voit le foutoir, pour reprendre son expression, c'est vrai que ça peut le servir. Mais après, que va-t-il proposer ? Quand on voit les attaques, notamment dans le journal du dimanche, à l'encontre d'Emmanuel Macron, elles sont certes virulentes, mais sur le fond, qu'est-ce qu'il dit ? En quoi il critique ? Quelle proposition avance-t-il ? Sur le fond, quelles sont les critiques qu'il adresse à la politique de Macron ? Rien. C'est-à-dire qu'il dit que Macron est là uniquement pour lui-même, point barre. Et quand ces critiques sont excessives, elles ne portent pas. Et il illustre bien, à mon sens, le fait qu'il n'a rien reconstruit du côté de la droite, sauf une volonté de construire une droite identitaire. Mais pour le reste, si jamais demain il vient au pouvoir, il faudra qu'il gère l'économie sur les sujets économiques et sociaux, il ne dit rien. Donc vous diriez qu'il essaye de faire du Nicolas Sarkozy, mais sans les idées, parce qu'au moins à l'époque, Nicolas Sarkozy avait quelques idées. Pour l'instant, effectivement, il y a zéro idée, donc, mais simplement, il fait preuve d'autorité. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu le grand vide. Effectivement, parce que pour l'instant, il est dans la construction d'une fusée à plusieurs étages. Pour l'instant, il doit se faire élire président du parti. Il y aura vraisemblablement très peu de participants à cette élection interne, parce que le suspense est quasiment nul. Et pour gagner une élection interne à droite, c'est très simple, il faut tenir ce genre de discours, on vient de le voir sur vos images, les constructifs c'est dehors, je suis de droite et je suis vraiment de droite et je n'ai pas honte d'être de droite. Je suis allé voir ce week-end à une réunion publique de Laurent Wauquiez avec 150 personnes et je peux vous dire que le discours c'est sans surprise, c'est soyons fiers d'être de droite, ce n'est que des mots, effectivement pour l'instant il se paye de mots, mais ça va le servir évidemment pour l'élection interne parce que c'est exactement ce que le public déprimé, le noyau dur des Républicains a envie d'entendre. Les vraies difficultés pour lui vont commencer en décembre, quand il sera aux manettes du parti, parce que non seulement il devra faire tenir, rassembler, comme il dit, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, mais qui en plus, pour une grande partie d'entre eux, le détestent parce qu'il a une personnalité très clivante, et en plus, comme il veut se poser en opposant numéro 1 à Emmanuel Macron,
il va devoir gérer le temps long. On est encore en 2017. Lui, son ambition, c'est d'Élysée en 2022. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle vont les carrières politiques maintenant. Comment Laurent Wauquiez va-t-il faire pour ne pas être grillé, usé en 2022 ? D'autant plus que pour l'instant, on ne voit effectivement pas comment il peut renouveler le logiciel politique d'idées de la droite. Comment la droite peut enfin avoir des idées alors qu'ils n'en ont pas eu depuis qu'ils sont terrassés par l'effet Macron. Ça va prendre du temps et il n'est pas certain que Laurent Wauquiez tienne sur le temps long dans l'opposition à Macron. Quand on interroge les dirigeants de droite, ils vous disent souvent on se tient en embuscade. C'est-à-dire qu'ils attendent l'erreur d'Emmanuel Macron pour dire oui, on pourrait sortir du bois. Et quand on leur dit oui, d'accord, mais du côté des idées, vous lancez des think tanks, vous essayez de lancer des ateliers, rien. Et ils pensent qu'ils peuvent reconquérir le pouvoir uniquement sur une éventuelle faute d'Emmanuel Macron. En opposition à plutôt que dans la proposition. Il s'était habitué au logiciel d'alternance droite-gauche, droite-gauche. Donc ça va être notre tour à un moment. Ils pensaient qu'en 2017, ce serait leur tour. C'est pas leur tour. Ils sont encore sous le choc et ils savent pas exactement comment faire advenir le fait que ce soit leur tour, parce qu'avant c'était automatique. Dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est la Catalogne qui faisait encore la une de l'actualité ce mardi. En effet, le désormais ex-président de la Catalogne, Carles Puigdemont, a repris la parole. Nouvelle conférence de presse aujourd'hui, mais cette fois pas du tout depuis Barcelone, depuis Bruxelles. Oui, depuis Bruxelles, vous avez bien entendu, et il s'en est expliqué. Je ne suis pas ici pour demander l'asile politique. Ce n'est pas à propos de la Belgique. Je suis ici à Bruxelles en tant que capitale de l'Europe. Ce n'est pas à propos de la politique belge. Il n'y a aucun lien. Je suis ici pour agir avec liberté et sécurité. Et on apprend ce soir que Carles Puigdemont a été convoqué en vue de son inculpation par Madrid. Comment vous comprenez ce choix de repli sur Bruxelles, de fuite vers Bruxelles? Je ne sais pas quel mot employer. Est-ce que c'est de la lâcheté, de la sécurité? Est-ce qu'il faut le croire? Alors, moi, je citerai un témoignage qui a été recueilli par l'envoyé spécial du Point en Catalogne aujourd'hui. Et un manifestant, le indépendantiste, lui a dit « On redoutait une tragédie, on a eu une mascarade ». Et donc, c'est vrai que pour beaucoup d'indépendantistes, le comportement est une mascarade. Ils ne comprennent pas pourquoi il est parti comme ça en Belgique. Et on sent bien qu'il y a une impréparation totale des dirigeants qui voulaient l'indépendance et qui fait qu'il n'y a pas de tragédie, effectivement, parce qu'on pouvait avec les violences... Ben oui, tant mieux, bien sûr. Avec les violences qu'il y avait lors du référendum, on pouvait se dire que si les dirigeants avaient été bien préparés, qu'il y avait une opposition possible dans l'administration, dans l'armée, dans la police... On commençait à reprononcer le mot de guerre civile, voilà, quand même. On pouvait aller dans cette direction-là. Bon, visiblement, ils sont mal préparés, ils sont très amateurs. Tant mieux d'une certaine façon, mais ça consacre la victoire de M. Rajoy et cette mascarade du côté des indépendantistes qui sont visiblement très décrédibilisés aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison, mais vous vous rappelez après le Brexit, lorsque il y a eu les discours de ceux qui étaient pour le Brexit, donc les Boris Johnson, le patron de l'UKIP, etc., qui ont expliqué que ah oui, mais en fait non, on ne veut pas assumer les responsabilités, ce ne sera pas nous qui irons à Downing Street. En fait, on ne sait pas comment faire pour gérer le Brexit. On était pour, mais on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc là, je vous dis ça parce que la situation est encore plus grave en Catalogne parce que le référendum était illégal au regard de la constitution espagnole. Mais là, on a des dirigeants qui mènent campagne pour quelque chose, mais après, ils fuient. Donc en fait, comme l'a dit Thierry, effectivement, il n'y a pas de machine en place pour assumer un processus d'indépendance. Ce n'était pas vraiment bâti, et tout cela en plus reposait politiquement sur une coalition très hétéroclite, qui allait d'un parti de centre-droit très libéral à une extrême gauche qui était pour la décroissance, qui n'avait pas du tout les mêmes options politiques. Enfin, on ne peut pas imaginer que Puigdemont n'était que dans la provocation, sans avoir imaginé l'après, c'est pas possible. Alors non, moi je pense qu'ils ont imaginé l'avant, c'est-à-dire que le processus d'indépendance catalan, il est pensé très en amont, mais depuis des décennies, c'est-à-dire que dans les écoles catalanes, on apprend plus le catalan que le castillan, l'histoire est réécrite pour apprendre une identité catalane qui serait martyrisée par le centralisme de Madrid. Donc tout ça, tout ce processus identitaire, il a été pensé très en amont, mais en revanche, sur la réalisation, la concrétisation juridique, ça ne tient pas la route, parce que ce référendum était illégal, que moins de la moitié des habitants ont participé, et que seule la Catalogne est consultée, alors qu'évidemment, vu la constitution espagnole et vu le fait que c'est un État-nation, ça suppose évidemment une négociation entre les deux parties. Donc pour que les Catalans soient indépendants, il faut au moins demander leur avis aux Espagnols, ce qu'ils n'ont pas fait. Ça, ils le savaient très bien, Carles Puigdemont, que juridiquement, ça ne tenait pas la route. Il a été rappelé suffisamment de fois que ce référendum n'avait pas d'assises légales
est constitutionnelle. Et maintenant, c'est l'impasse. Donc la prochaine échéance, ce sont les élections du 21 décembre qui ont été convoquées par Madrid. L'espoir d'apaisement, c'est que la plupart des partis catalans ont plutôt accepté de participer à ces élections. Donc on a un espoir que reprenne un peu le jeu démocratique. Et puis il a perdu en crédibilité. Et en plus, il perd en crédibilité. Mais parce que, je vous dis, derrière lui, la coalition sur laquelle reposait le processus est en réalité très hétéroclite. Et ça ne tient pas la route. Et donc pleine de failles. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons le professeur Patrice Queneau qui vient nous présenter son dernier livre. Je vais y arriver. Sauver le médecin généraliste. Il va nous expliquer pourquoi tout de suite après une courte pause. Anna Politkovskaya a été assassinée au plein Moscou. Son travail était reconnu dans le monde entier. Elle travaillait pour le journal Novaya Gazeta, où 2 autres journalistes ont été assassinés. André, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? J'ai besoin de quelques jours. J'en peux plus d'attendre. Monsieur Karpov, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Mais qu'est-ce qu'André cherche exactement? La même chose que nous, qui est derrière l'assassinat d'Anna. Je vous déconseille de continuer à chercher. Je sais pas où il est, ça fait des semaines que je le cherche. Son enquête l'a amené en Tchétchénie. Ne parlez jamais en français. J'avais préparé ça pour André. Maintenant, c'est à vous. Anna Politkovskaya, une femme à abattre, demain à 10h30 sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et pour cet entretien, nous recevons le professeur Patrice Queneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doyen honoraire de la faculté de médecine de Saint-Étienne, membre de l'Académie nationale de médecine et vous venez nous présenter votre livre « Sauver le médecin généraliste ». Pourquoi a-t-il besoin d'être sauvé, le médecin généraliste? Il est en danger? Il est en danger, il est en difficulté. Il y a une perte à peu près de 1% de médecins généralistes par an. Et la direction des études prospectives laisse penser que la diminution pourrait être de 2 à 3% par an. Donc il y a déjà un problème quantitatif et qui est lié à une désaffection des étudiants, il faut le dire. J'aimerais déjà qu'on s'arrête un tout petit peu là-dessus. Pourquoi d'après vous? Pourquoi les étudiants ne veulent-ils plus être médecins généralistes? Il y a une crise des vocations. Qu'est-ce qui se passe? Autrefois, il y avait une vocation qui consistait à travailler 60, 70, 80 heures avec une disponibilité qu'il faut saluer, vraiment la saluer. Et c'est un peu l'objet de ce livre. Moi, je suis universitaire, je donne un grand coup de chapeau et d'estime par rapport aux bons médecins généralistes tels qu'on les a connus, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Beaucoup sont comme ça. À partir de là, on voit que malgré l'évolution des choses qui fait que la disponibilité d'un généraliste aujourd'hui est un peu moindre, parce que, et on peut parfaitement le comprendre, c'est dans une évolution sociétale, mais aussi c'est par rapport peut-être à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Oui, donc on fait moins d'heures chaque jour. On fait moins d'heures. Ceci étant, il faut saluer le fait que la plupart des médecins généralistes sont plus près de 45 ou de 50 heures, à un moment où les Français souvent travaillent moins. Donc encore un coup de chapeau. Et alors, par rapport à ça, donc, on va vers une diminution quantitative. Parallèlement, il y a une augmentation de la demande de soins, en particulier liée au vieillissement. Et donc, au total, là aussi, l'adresse prévoit un déficit de 30% de disponibilité par rapport aux soins dans les quelques années qui viennent. Alors, il ne faut pas non plus être catastrophiste, mais la situation est tragique. En tout cas, elle est très préoccupante. Et moi, on a travaillé sur le court terme et le long terme. Est-ce que vous nous dites par ailleurs que les médecins généralistes aujourd'hui ne peuvent plus prendre le temps d'écouter leurs patients, faire des consultations qui durent une demi-heure, parfois 3/4 d'heure, des patients auxquels ils demandent un peu comment ça va dans la vie en ce moment et déceler d'autres symptômes et d'autres choses? Aujourd'hui, ça n'existe plus. On est en train de les perdre, ces médecins de famille, ces médecins de quartier?
Alors, on les perd et quand même, il y a un réflexe qui conduit beaucoup de médecins quand même à passer un peu de temps et, si possible, le temps nécessaire. Deux remarques à ce sujet-là. Premièrement, moi, j'ai une espèce de petite référence. Des travaux suisses, je ne vous détaille pas, montrent que si le médecin laisse parler son malade une minute, eh bien, il apprend à la fin de la première minute, ou s'il déborde un tout petit peu, beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est pas forcément une demi-heure, c'est pas forcément 3/4 d'heure. Alors il y a des malades très complexes, mais donc cette première minute, finalement, c'est capital. La deuxième chose, c'est que la Convention 2017, qui est applicable précisément à partir de demain, enfin, fait la place aux consultations complexes ou même très complexes qui vont être davantage rémunérées. Alors, c'est des choses que je dis... Les accords Sécu médecins, c'est ça dont vous parlez? C'est ça. Qui portent à 46 ou à 60 € une consultation complexe ou très complexe et dans des situations graves. Et également la visite, parce que je tiens beaucoup à qu'on parle de la visite pour signaler que les visites, ça reste absolument essentiel. Indispensable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que pas de télémédecine? C'est ça que vous nous dites? Ah non, je ne vais pas vous répondre par blanc ou noir. Vous savez, toute technologie est une avancée, dès lors qu'elle est maîtrisée, que ce soit les algorithmes, les big data, la télémédecine et autres, moi je suis à fond pour. Mais ça ne remplace pas la médecine présentielle et justement ce temps que très justement vous évoquiez il y a un instant. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les déserts médicaux. J'imagine que vous avez suivi cela de près. Il propose notamment de doubler le nombre de maisons de santé. Quel est votre avis sur ces mesures annoncées par le gouvernement? Très favorable. Le livre, on l'a écrit il y a déjà plusieurs mois. On disait déjà qu'on était très favorable, donc on est très heureux que... vous n'avez pas été consulté pour cette réforme? Vous n'avez pas été consulté pour cette réforme? Non. Donc, oui, les maisons de santé pluridisciplinaires, alors peut-être à une condition à laquelle il faut veiller, c'est que ça reste quelque chose dont la gestion soit vraiment un projet médical commun. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de structures publiques, d'aide de la municipalité, du département, comme par exemple ce qui vient de se faire en Saône-et-Loire, ou de capitaux privés, mais il faut que vraiment ça reste un projet pour le patient. Et je vous donne tout de suite mon slogan, tout pour le malade. Et il faut les remplir, ces maisons de santé, de médecins aussi? Alors, effectivement. Il faut des mesures incitatives. C'est là qu'on voit que quand ça part d'un... J'ai pris des exemples dans une boîte à idées. Dans ce livre, la dernière partie, c'est une boîte à idées. Je trouve que ça nous a permis de bien avancer parce qu'on a donné la parole à des médecins de terrain, ruraux, de ville, etc. Alors, quand ça part sur un projet avec toute une clientèle, eh bien, finalement, ça se passe bien. C'est d'ailleurs un lieu de formation assez remarquable. Par contre, la création un peu ex nihilo, de façon un peu artificielle, bon, je ne dis pas à l'avance, ça ne marchera pas. En tout cas, c'est une des façons de limiter manifestement, d'inciter à s'installer et à s'installer dans des régions qui sont en difficulté. Mais vous savez, la question des déserts médicaux n'est pas une question uniquement rurale. Beaucoup de villes, et nous avons osé dire que est-ce que Paris sera bientôt un désert médical en termes de médecins généralistes? Bien sûr, le contexte n'est pas du tout le même. Il y a toute l'offre de spécialistes et puis de l'hôpital public ou privé. Mais si vous cherchez un médecin généraliste à Paris, vous aurez... Vous voulez dire Paris et banlieue? Paris-banlieue, banlieue tout particulièrement. J'aimerais votre avis sur ces vaccins. On va passer de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les bébés. Alors expliquez-nous pourquoi. Et pourquoi c'est si compliqué en France de convaincre les Français, les habitants, de se vacciner? Pourquoi il y a cette ère du soupçon autour du vaccin? Et en même temps, on est les champions d'Europe de vaccins obligatoires, on est bien d'accord. Ce que peut-être les Français n'ont pas compris, c'est que la vaccination est véritablement un enjeu personnel, mais un enjeu éthique pour la collectivité. Si on est à 95% de vaccination, on couvre et on protège les Français, les citoyens en général. Et on protège entre autres les malades qui sont immunodéprimés, on protège des gens qui sont plus exposés que d'autres. Moi, je suis absolument fondamentalement d'accord avec Madame Buzyn. Elle a tout à fait raison. Alors, mais pourquoi ailleurs en Europe on ne fait que les recommander, ces vaccins? Pourquoi on les rend pas obligatoires et chez nous on les rend obligatoires?
Ça, c'est une question de... Mohamed Bégué, qui a été le président de l'Académie nationale de médecine, et à qui j'ai donné la parole dans la boîte à idées, n'est-ce pas? C'est ça l'intérêt de la boîte à idées. Eh bien, explique ça en 2 pages, et véritablement, de passer d'incitation à l'incitation forte et maintenant à l'obligation, moi je suis absolument d'accord. Et on va s'arrêter là-dessus. Et je rappelle le titre de votre livre, Sauver le médecin généraliste. Merci infiniment, professeur Patrice Quesnot, d'être venu nous apporter votre éclairage. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve non pas demain, mais jeudi pour une nouvelle émission. On va plus loin. D'ici là, passez une très belle soirée et restez au cœur du débat.